Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Troll érudit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre des serpents. Alors, la guerre des serpents, donc le héros, Eric, est un jeune apprenti forgeron, mais il est aussi le fils bâtard du duc de la Lande Noire. Et le problème, c'est qu'à la mort de son père, son demi-frère Stéphane, donc qui est l'héritier légitime du duc, veut s'en prendre à Eric puisqu'il a peur que celui-ci ne conteste son droit d'hériter du titre. Au final, Eric finit par tuer involontairement son demi-frère et du coup, il doit s'enfuir pour éviter la justice. Et il finit par s'enrôler dans une mission suicide pour le compte du royaume sur un autre continent, histoire d'éviter la pendaison. Alors, donc c'est une série qui est en fait la suite d'une autre série dont j'ai déjà parlé, les Chroniques de Krondor. Donc c'était l'objet du tout premier Troll érudit. Donc, cette suite se déroule chronologiquement environ 50 ans après la fin des événements des chroniques. Donc évidemment, comme c'est la suite, les deux ont été écrites par le même auteur, à savoir Raymond Elias Feist. Et c'est une tétralogie encore. Donc les titres des tomes: L'ombre d'une reine noire, L'ascension d'un prince marchand, La rage d'un roi démon et Les fragments d'une couronne brisée en dernier. Au niveau de l'univers, forcément c'est le même, hein. Donc je répète, hein, c'est un univers très classique avec nains, elfes, dragons, tout le bazar, hein. Le problème en fait, c'est que la magie opère beaucoup moins que dans les chroniques. Ça a beau être le même univers, globalement, on a quand même un peu plus de mal à se plonger dedans, alors que dans les chroniques c'était vraiment sans souci. Bon, il y a bien l'ajout de quelques nouveaux trucs, hein, notamment le nouveau continent, puisque j'en parlais, hein, dans le résumé. Mais bon, ce nouveau continent, en fait, on se rend compte que il présente assez peu d'intérêt, il est très fade, il y a vraiment pas grand-chose à en tirer. Et même si les héros voyagent pas mal, encore une fois, ça reste quand même moins intéressant que ce qu'on avait dans les chroniques, hein. Pour l'histoire, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que l'histoire a beau être intéressante, elle l'est quand même un peu moins que pour les chroniques de Krondor. Alors, il vaut quand même mieux avoir lu la série précédente, hein, puisque c'est la suite pour bien comprendre. Mais limite, on pourrait presque s'en passer. Le lien entre les deux séries est pas forcément aussi important qu'on pourrait le croire. Par contre, un petit bémol au niveau de l'histoire, c'est le tome 2, qui manque clairement de pêche et d'intérêt par rapport au reste, et c'est vraiment dommage. Pour les personnages, donc vu que ça se passe 50 ans en gros après les chroniques, forcément pas mal des personnages des chroniques ne sont plus là. On en retrouve quand même quelques-uns, ceux qui sont entre guillemets immortels comme Thomas et Pug, et ceux qui étaient encore assez jeunes dans les chroniques comme Jimmy les Mains Vives. Donc bon, évidemment, ici ils ont par contre cette fois un rôle secondaire, hein. Un rôle qui peut être important quand même, mais ça reste un rôle de second plan. Par contre, bon, ça fait quand même plaisir de les retrouver, hein. Donc Thomas, Pug, par exemple, et de voir de quelle manière ils ont évolué entre les deux séries. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Pour ce qui est des nouveaux personnages, donc Eric et Ro en particulier, les deux personnages centraux, bon, ils ont beau être sympathiques et attachants, ils ont quand même un peu de mal à tenir la comparaison par rapport aux personnages de Pug et Thomas dans les chroniques. Parce que, bon, leur défaut en fait c'est d'être trop ordinaire. Voilà, Pug et Thomas, ils étaient vraiment très spéciaux, alors que Eric et Ro, ça reste quand même des humains ordinaires, quoi. Hein, ils ont pas c'est pas des magiciens ni rien, voilà. Et globalement, les personnages principaux ou secondaires, hein, ils manquent un peu de charisme par rapport à ceux des chroniques. Donc voilà. Pour les points positifs, premier point déjà, c'est la suite des chroniques. Les chroniques, hein, c'était vraiment une série absolument excellente. Et j'avais dit dans ma précédente critique justement que la fin, je la trouvais vraiment pas terrible. Donc bon, à ce niveau-là, moi j'attendais pas mal de la guerre des serpents justement pour éclaircir un petit peu ce qui s'était passé. Alors comme j'ai dit, le lien entre les deux séries est pas forcément aussi important qu'on pourrait s'y attendre, mais bon, ça reste quand même sympa d'avoir un peu la suite de l'histoire, quoi. Deuxième point, l'univers. Donc de Mick Kemia, qu'on étend un petit peu. Donc à la base déjà l'univers est très sympa, et même s'il est moins immersif que dans les chroniques, il reste quand même très bien.
Et bon, c'est bien de le voir évoluer un peu, même si malheureusement les ajouts qu'on a par rapport aux chroniques sont pas forcément super intéressants. Troisième point, bah on voit tout simplement l'évolution de certains personnages des chroniques, hein. Il y en a qui ont pas mal changé entre ce qu'on avait dans les chroniques et ce qu'on a ici. Donc voilà, c'est quand même bien de retrouver des personnages qu'on aimait bien. Point négatif, parce qu'il y en a, d'ailleurs je vais quasiment tous les résumer en un seul, c'est que la guerre des serpents, elle a du mal à tenir la comparaison à côté des chroniques. Hein, que ce soit l'univers, les personnages, bref, tout est un peu moins bien que dans les chroniques. Et forcément, quand on passe de l'une à l'autre, ça déçoit quand même pas mal. Deuxième point négatif, quand même, le tome 2, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le tome 2 qui est vraiment très mou et qui manque cruellement d'intérêt par rapport au reste. Il y a vraiment très peu d'action, on ne fait que suivre les magouilles d'euros pour devenir riche. Il y a juste un peu à la fin où ça s'active un peu, on va dire. Mais globalement, ceux qui aiment bien l'action, ils risquent de buter clairement sur ce tome. Bon, moi, ça va, je l'ai passé sans trop de soucis, mais à mon avis, ça risque de poser problème à certains, et c'est vraiment dommage, quoi. Bref, en conclusion, là, la guerre des serpents, c'est quand même une bonne série en elle-même, mais elle a un gros défaut, c'est d'être la suite d'une série qui était proche de la perfection. Hein, les Chroniques de Krondor, forcément, ça éclipse un peu la guerre des serpents, et voilà. Au niveau de l'univers, les personnages, l'intrigue, tout est forcément est un peu plus fade. Et voilà, c'est ça vraiment qui pêche au niveau de la guerre des serpents. En plus du fait que il y a quand même un tome 2 qui est vraiment très mou. C'est dans les chroniques, ça arrivait pas du tout. Tous les tomes étaient intéressants du début à la fin. Et puis là, on passe. Bon, déjà, on arrive au premier tome où on est un peu déçu si on vient de lire les chroniques juste avant. Puis ensuite, on tombe boum sur le deuxième tome qui pêche clairement par son manque d'intérêt et une certaine mollesse. Et ça fait quand même un gros coup. Mais bon, si on arrive à faire abstraction de l'excellence des Chroniques de Krondor, La Garde des Serpents reste quand même une très bonne série que vous pouvez lire sans problème. Par contre, je vous conseille de pas la lire directement après les Chroniques. Entre-temps, lisez un truc un peu pourri, genre les Chroniques de Nightshade. Et puis après, quand vous lirez La Garde des Serpents, ça sera mieux, hein. Mais si vous lisez ça directement derrière les Chroniques, forcément, ça paraîtra pas terrible. Voilà. Bref, j'en ai terminé pour aujourd'hui, donc je vous dis à la prochaine. Ciao.